Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Le code maçonnique rassemble un certain nombre de préceptes censés synthétiser les principes de la franc-maçonnerie. Selon la manière dont on les agence et en fonction des lectures que l'on en fait, on peut en dénombrer soit une dizaine, soit une vingtaine, voire une quarantaine. Le code maçonnique est bien connu des francs-maçons car de très nombreuses loges en possèdent un exemplaire. Ainsi, il n'est pas rare de le voir bien en évidence sur les parvis des temples ou dans les salles humides. Si ce document est bien connu des francs-maçons, ses origines en revanche le sont moins. Alors il n'est peut-être pas inutile d'en dire quelques mots. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le code maçonnique n'est pas d'origine française, mais belge. Il est précisément une réponse des francs-maçons belges de confession catholique romaine à l'excommunication qui les frappait et qui avait été réitérée dans une circulaire du 28 décembre 1837, signée par le cardinal Engelbert Sterckx, archevêque de Malines, Monseigneur Corneille van Bommel, évêque de Liège, François Boussen, évêque de Bruges, Monseigneur Gaspard Joseph Laby, évêque de Tournai, Monseigneur Nicolas Joseph de Deheussel, évêque de Namur, et par les vicaires généraux représentant Monseigneur Jean-François van de Velde, évêque de Gand. L'objectif des dignitaires de l'Église était d'inciter les catholiques à quitter les loges afin d'affaiblir la franc-maçonnerie belge qui s'était constituée en 1833 en une obédience nationale, le Grand Orient de Belgique. Les francs-maçons belges étaient alors très fortement impliqués dans la lutte contre l'obscurantisme clérical et particulièrement dans la lutte contre la prédominance des prêtres dans l'enseignement. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la création de l'Université libre de Bruxelles en 1834. Cette université est une réalisation de la franc-maçonnerie belge grâce à l'action d'hommes comme Théodore Verhagen et Auguste Baron et au soutien matériel des loges. La circulaire des évêques n'eut cependant pas les effets escomptés. Les catholiques, alors nombreux dans les loges, ne quittèrent pas massivement la franc-maçonnerie. Pour nombre d'entre eux, il n'y avait en effet aucune incompatibilité entre l'appartenance à l'Église et l'appartenance à la franc-maçonnerie. Leur anticléricalisme affirmé s'accommodait fort bien de la foi en Dieu. Nombre d'entre eux se déclaraient attachés au message évangélique des origines, ce qui explique que Théodore Verhagen put demeurer catholique pratiquant et franc-maçon assidu. Les francs-maçons, bénéficiant de la protection du frère Léopold Ier roi des Belges, redoutaient que la jeune Belgique, fondée en 1830, ne devienne un État entièrement soumis aux dogmes de l'Église catholique romaine. Le baron Goswin de Stassard, premier grand maître du Grand Orient de Belgique, a répondu à Monseigneur van Bommel, évêque de Liège, en ces termes. « Vous avez bien raison, Monseigneur. La Belgique est éminemment catholique. Mais elle repousse toute exagération, toute violence, et jamais elle ne souffrirait qu'on fît de la religion un instrument de domination temporelle. » C'est donc dans ce contexte, et pour contrer l'attitude offensive de l'Église, que le Grand Orient de Belgique, ou certains de ses dignitaires, décidèrent de rendre public un code maçonnique afin précisément de lutter contre les accusations d'hérésie, de satanisme et de complotisme. Le Grand Orient de Belgique fit frapper une médaille. Sur l'avers, on y distingue un serpent entourant une lime. Cette image est très certainement inspirée de la fable de Jean de La Fontaine, Le serpent et la lime, qu'il a tenée lui-même du fabuliste grec Ésope. Le serpent affamé symbolise ici le cléricalisme. Il se casse les dents en voulant mordre la lime. La lime, elle, symbolise l'ordre maçonnique, bien sûr. Au revers, on trouve les fameux préceptes. Parallèlement à cette médaille, le code maçonnique fit l'objet d'éditions sur support papier. Comme vous le verrez, les préceptes du code maçonnique portent les marques de leur temps. On y perçoit la religiosité romantique des maçons de l'époque, ainsi qu'une conception morale telle que la concevait la bourgeoisie libérale de la première moitié du XIXe siècle, avec d'une part la conciliation entre l'attachement à la croyance en un être suprême et la nécessité du libre examen ou de la liberté de conscience, et d'autre part l'affirmation des sentiments fraternels non seulement envers les maçons, mais aussi tous les hommes. La vie familiale y est aussi exaltée, bien qu'elle s'appuie sur un modèle patriarcal, disons bien dans le ton du Code Napoléon de 1804. C'est la raison pour laquelle certains de ces préceptes ne correspondent plus nécessairement à la manière dont les maçons du XXIe siècle conçoivent la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les préceptes maçonniques ont fait l'objet maintes fois de réécriture au XIXe et au XXe siècle. Ce qui n'empêche pas les maçons actuels d'éprouver un certain attachement à ce code maçonnique originel, peut-être parce qu'ils y perçoivent cet esprit des Lumières qui a contribué à l'avènement des sociétés modernes et des grandes libertés publiques. Honore le grand architecte de l'univers. Aime ton prochain, ne fais point le mal, fais le bien. Laisse parler les hommes. Le vrai culte du grand architecte consiste dans les bonnes mœurs. Fais donc le bien pour l'amour du bien lui-même.
Tiens toujours ton âme dans un état pur pour paraître dignement devant le grand architecte de l'univers qui est Dieu. Estime les bons, plains les faibles, fuis les méchants, mais ne hais personne. Parle sobrement avec les grands, prudemment avec tes égaux, sincèrement avec tes amis, doucement avec les petits, tendrement avec les pauvres. Ne flatte point ton frère, c'est une trahison. Si ton frère te flatte, crains qu'il ne te corrompe. Écoute toujours la voix de ta conscience. Sois le père des pauvres. Chaque soupir que ta dureté leur arrachera augmentera le nombre de malédictions qui tomberont sur ta tête. Respecte l'étranger voyageur, aide-le, sa personne est sacrée pour toi. Évite les querelles, préviens les insultes, mets toujours la raison de ton côté. Respecte les femmes, n'abuse jamais de leur faiblesse et meurs plutôt que de les déshonorer. Si le grand architecte te donne un fils, remercie-le, mais tremble sur le dépôt qu'il te confie. Sois pour cet enfant l'image de la divinité. Fais que jusqu'à 10 ans il te craigne, que jusqu'à 20 il t'aime, que jusqu'à ta mort il te respecte. Jusqu'à 10 ans, sois son maître, jusqu'à 20 ans son père, jusqu'à la mort son ami. Pense à lui donner de bons principes plutôt que de belles manières, qu'il te doive une droiture éclairée et non pas une frivole élégance. Fais-le honnête homme plutôt qu'habile homme. Si tu rougis de ton état, c'est orgueil. Songe que ce n'est pas ta place qui t'honore ou te dégrade, mais la façon dont tu l'exerces. Lis et profite, vois et imite, réfléchis et travaille. Rapporter tout à l'utilité de tes frères, c'est travailler pour toi-même. Sois content de tout, partout et avec tout. Réjouis-toi de la justice, courrouce-toi contre l'iniquité, souffre sans te plaindre. Ne juge pas légèrement les actions des hommes, ne blâme point et loue encore moins. C'est au grand architecte de l'univers qui sonde les cœurs à apprécier son ouvrage.